Bonjour à tous, bienvenue dans le live de la Vendée Arctic. Nous sommes le 7 juin et nous sommes surtout en direct des Sables d'Olonne sur les pontons. Vous le savez, dans 5 jours, c'est-à-dire dimanche, 25 skippers prendront le départ direction le nord, le froid, le cercle polaire et surtout l'Islande pour contourner l'Islande. Ils reviendront bien sûr évidemment en direction après les Sables d'Olonne. Vous le savez, la Vendée Arctic reste une course qualificative pour le Vendée Globe. L'idée, c'est évidemment qu'ils prennent à peu près 2 semaines de course. Donc il faudra être à nouveau sur les pontons et dans le chenal à peu près vers le 27 mai. Mais ça, on en reparlera. Alors, bien sûr, d'ici là, on va profiter de leur présence puisqu'il reste 5 jours. C'est l'occasion, en effet, d'aller à la rencontre des skippers. Et pour débuter ce live, nous allons à la rencontre du plus lorientais des Néo-Zélandais. A priori, il va arriver là d'un coup. Wouh Salut Conrad, comment ça va? Très bien, c'est un grand plaisir d'être ici. Merci. Mais quelle arrivée choc! Ah ben c'est normal, il faut être un acrobate pour être un navigateur. Ouais. Alors on en reparlera, mais il semblerait que tu as un surnom qui s'appelle Crazy Kiwi. On en reparlera dans quelques instants. Avant ça, on va revenir bien sûr sur 2017. Tu as marqué l'histoire du Vendée Globe en 2017, puisqu'on se souvient de ton arrivée. Tu t'es classé 16e, mais tu es arrivé sous gréement de fortune après un dématage. Qu'est-ce qui fait que tu reviens 2 éditions plus tard? Bah, c'est sûr que cette édition, c'était marqué par ça, mais c'était une édition en plein d'émotions. Mais même loin avant ça, j'avais tombé sous le charme de le Vendée Globe. J'ai arrivé de faire, malgré mes difficultés, je bouclais le course en 2016, mais c'était pas le course sur lequel j'avais rêvé. Je veux vraiment avoir l'opportunité de m'exprimer en mer en tant qu'un concurrent pur et pas juste un MacGyver, quelqu'un qui est capable de surmonter tout type de difficultés. Bien sûr, j'ai ça dans ma poche, mais il faut revenir avec un bateau plus performant et vraiment faire un course comme je souhaitais. C'est ça, on va le voir, tu as plein d'autres qualités, évidemment. Tu es MacGyver, Ouais. mais pas seulement. Tu parlais de ton bateau, en effet, il est juste derrière nous. Oui, On reconnaît un petit peu les couleurs, hein, puisque c'est l'ancien bateau de Maxime Sorel qui a terminé 10e au dernier Vendée Globe. c'est Mais ça. toi, ça fait longtemps que tu as une histoire avec ce bateau, raconte-nous. Bah oui, en fait, presque le premier pas, excuse-moi, que j'ai fait sur la territoire française, c'était ici, sur cette ponton même, que je suis venu fin 2008 avec plein de les étoiles dans les yeux en regardant tous ces bateaux là, et un que je trouvais le plus bel, ou excuse-moi, le plus beau, était vraiment Goubel. Ah, on voit ce qu'on a fait, un Goubel, un Gobo. Il est très Et fort, ce Conrad. et du coup, oui, donc je tombé sous le charme vraiment de ce bateau-là. Là. Et là, j'ai dit, un jour, ça va être le mien. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est ça, et ce jour est arrivé. Allez, on va avancer un petit peu sur le ponton. C'est l'occasion aussi de découvrir finalement les autres bateaux. Euh, on l'a dit tout à l'heure, tu as un surnom, c'est Crazy Kiwi. Alors Kiwi, bien sûr, hein, en hommage à l'animal emblématique de la Nouvelle-Zélande. C'est pas le fruit. C'est pas le fruit. Oui. Puis Crazy, parce qu'il semblerait que tu as un peu de la folie. Est-ce qu'il faut toujours être crazy après 2 enfants et un mariage pour faire une nouvelle aventure Vendée Globe? Oui, c'est sûr, parce que c'est vraiment un piste de la carrière atypique. Mais j'étais nommé le Kiwi Fou parce que je suis venu en France, je connaissais personne, je parlais pas la langue, mais j'étais rivé sur le Vendée Globe et j'étais prêt à tout faire pour le faire. Et du coup, c'est la grande satisfaction dans ma vie que j'ai arrivé de le faire. Mais quand même, ces grandes folies est toujours bien incrustées en moi. Et du coup, je suis très content de porter ça. C'est pas du tout quelque chose qui est dénigrant d'être un peu fou. Ça m'apporte beaucoup de choses et je suis très content. Alors on est arrivé à côté du bateau d'un certain Manu Cousin, qui est C'est ça. presque ton voisin. On Bah, va aller, on va aller le saluer. on passe de le plus français des néo-Z à le plus sablé des sablés. Non. Donc, ça va, parfait, forme. merci, nickel. Merci beaucoup Conrad. En effet, je vais continuer avec le local de l'étape. Vous êtes dans les bons mains. Très bien. Merci. Puisqu'en effet, bonjour Manu, vous êtes le skipper du groupe Cétain et vous êtes un peu le local de l'étape. Alors c'était pas le cas avant, hein, parce que vous êtes un peu un Vendéen d'adoption. C'est ça. Vous avez fait un premier Vendée Globe, vous avez réalisé votre rêve. Oui. Est-ce que là, quand on repart pour un deuxième Vendée Globe, il s'agit de réaliser à nouveau son rêve qu'on a déjà fait finalement? Ah oui, peut-être, parce que de toute façon, je pense que j'avais à peine passé le Cap Horn que j'avais déjà l'envie de repartir.
Donc alors le rêve, il est peut-être dans autre chose, c'est plus de le réaliser, mais peut-être maintenant de le réaliser dans de meilleures conditions, c'est-à-dire aller un petit peu plus vite. Et c'est pour ça aussi qu'on a amélioré, qu'on a fait de gros travaux sur le bateau pour l'améliorer. Alors justement, pour expliquer un petit peu à nos internautes qui nous regardent en ce moment en direct, c'est effectivement le même bateau, mais plus tout à fait le même. Qu'est-ce qui a changé? C'est ça, il reste plus grand chose du bateau qui a fait le dernier Vendée Globe en fait. On a changé tout l'arrière du bateau pour ceux qui connaissaient l'IMOCA Group 7.1 de 2020. Voilà, tout l'arrière a changé avec des nouveaux safrans, une nouvelle barre d'écoute, une nouvelle casquette. Donc tout ça, ça a changé. On a changé de mât, on a changé l'emplacement du mât, les ballasts à l'intérieur, le bout d'or à l'avant. En fait, il reste plus que la coque. Alors j'en suis désolé pour Jean-Pierre Dick, il était magnifique son bateau, mais je trouve qu'il est encore largement au moins aussi joli maintenant quand même, non? Évidemment, en plus il a les mêmes couleurs. Alors en revanche, vous partez pas dans l'aventure des machines volantes sur le ponton, hein. Si vous venez, vous verrez beaucoup de bateaux avec ces fameuses grandes moustaches. Qu'est-ce qui fait que vous ne partez pas avec des foils? Alors on a fait l'étude pour faire mettre des foils sur le bateau. En fait, il aurait fallu dépenser beaucoup d'argent pour finalement gagner très très peu. La coque et la carène n'est pas faite pour. Donc on a pris l'initiative de changer les dérives. On a aussi mis une nouvelle paire de dérives pour essayer d'être au niveau des meilleurs bateaux à dérive. Je crois que sur le dernier Vendée Globe, il y a des gens qui ont prouvé qu'on pouvait faire des beaux résultats avec des beaux bateaux à dérive. Et donc voilà, aujourd'hui pour cette course, je vais pouvoir me tester, voir un petit peu ce que ce nouveau bateau finalement donne par rapport aux meilleurs bateaux à dérive que peuvent être le bateau de Jean par exemple, Jean Le Cam, un certain Jean Le Cam. Alors effectivement, Manu, vous parlez de cette course, la Vendée Arctique. Comment on appréhende le froid? Vous partez avec plus de polaire? Comment ça va se passer? Oui, alors moi je suis pas vraiment frileux, mais quand même là, je suis normand d'origine, donc ça peut peut-être aider un tout petit peu. Mais là quand même il fait vraiment froid là-haut. Donc effectivement, maintenant on a des vêtements techniques qui sont super efficaces. Donc faut pas oublier le sac où c'est marqué polaire dessus. Donc ça, celui-là, on va le mettre, ça va être le premier à être mis au fond du bateau. Mais effectivement, on prend des polaires en plus, des sous-vêtements bien chauds, des bons cirés. Et puis ça va pas durer très très longtemps non plus. Les mers du Sud c'est un mois, là ça va durer grosso modo une semaine où on risque d'avoir froid. Donc on est dur au mal quand même un petit peu. Donc on va essayer de résister pendant une semaine. Donc voilà, non, je pense que ça va être une très belle course. Là-haut les lumières sont magnifiques. J'ai eu la chance de faire cette course déjà la première édition en 2020. J'en garde un très bon souvenir. Donc voilà, ça va être chouette. Et on a hâte effectivement que vous nous envoyiez toutes ces images et que vous nous racontiez ça, puisque les lives vont forcément se poursuivre pendant la course. Merci beaucoup Manu. Vous parliez effectivement de ces fameux sacs qu'il ne faut pas oublier. Eh bien c'est notamment le rôle des préparateurs. Et à 5 jours du départ, ils ont du travail. On est allé d'ailleurs rencontrer vos équipes et puis d'autres équipes évidemment du ponton. C'est un reportage de l'équipe de Nefsi. Regardez. À vérifier qu'on ait bien rempli toute la job list et qu'on n'ait rien laissé au hasard dans le bateau. Lucie, combien de mousses on met de chaque côté? On met 2 plaques de chaque côté et après il faudra en couper une pour compter. Le quartier il est en train d'installer de la flottard en plus, de l'insub pour la nouvelle jauge. Il faut qu'on rajoute de la mousse en fait qui permet que le bateau flotte. Il faut que le bateau il soit super prêt. Je pense que c'est quand même des conditions qui peuvent être difficiles donc nous on a un peu la pression, faut pas que ça casse quoi. Non, on s'ennuie pas non, pas du tout. On a réinstallé le chauffage et tout est en place. Le chauffage c'est assez intéressant pour déjà en termes de confort, ça joue beaucoup dans la tête aussi. On a pas mal checké l'électronique parce qu'on sait que voilà, c'est des choses qui aiment bien quand il fait chaud et que ça travaille, mais là on sait pas trop si ça va être très humide. Le bateau va tenir dans les glaces, pour l'instant je suis plutôt serein, donc il n'y a pas de problème. Après, tout est possible sur les rencontres, la mer reste assez chargée, mais le bateau en lui-même ne me fait pas peur. Non, il y a une bonne ambiance, on fait partie d'une équipe,
On n'irait peut-être pas donner des coups de main sur un bateau concurrent, mais s'il faut du matériel ou autre, oui, on est avenant sur ce type d'échange. Ouais. Vous regardez si vous mangez. En fait, ça va nous servir à engueuler le mât. Il faut leur faire comprendre à nos partenaires et au public que c'est pas juste un marin qui fait le tour du monde, c'est aussi le projet de toute une équipe pour permettre à cet homme-là de faire le tour du monde. En effet, ne jamais oublier que derrière un skipper, eh bien, il y a une équipe. En tout cas, nous, on est à nouveau avec un skipper après Manu Cousin. Eh bien, nous sommes avec l'un des bisus de la flotte. Il s'agit de Benjamin Ferré. Bonjour Benjamin. Comment ça va? Ça va bien. Alors, très bien. Alors, en début d'émission, on a vu le Crazy Kiwi. On pourrait presque t'appeler un peu le Crazy Frenchie parce qu'on va un peu décrire finalement ton parcours, hein, mais tu aimes un peu les défis fous finalement. Tu as d'abord traversé l'Atlantique sans GPS avec un sextant. Tu as ensuite effectué un tour du monde en solitaire, mais en stop. Et puis en 2019, tu participais à la Mini Transat sur des bateaux de 6,50 m. C'est les plus petits bateaux finalement de la course au large. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de ces tout petits bateaux finalement presque au plus grand bateau? C'est le rêve un peu fou d'aller voir ce qui se passe dans les mers du Sud, quoi. Moi, c'était ce qui m'animait, c'était d'aller faire le tour du monde, tour de la planète bleue, quoi, sur un bateau. Et du coup, pour ça, il fallait un plus grand bateau qu'un mini. En effet. Et il semblerait que tu sois un peu accompagné d'un certain Jean Le Cam. Ouais, ça a été un des éléments déclencheurs, c'est que moi, je rêvais de ce tour du monde. Sauf que j'avais juste traversé l'Atlantique sur un petit bateau de 6,50 m, donc je me sentais pas vraiment capable. Et en fait, quand quelqu'un qui a fait 5 Vendée Globe te fait croire que tu es capable d'en faire un, et moi ça m'a donné des ailes. Et donc c'est ça qui a déclenché en fait tout le projet, quoi. Et alors qu'est-ce qui fait? On va avancer un petit peu mais sur le ponton, mais là on est à 2 semaines, hein, on va le rappeler, hein, du départ. Non, je dis 2 semaines, n'importe quoi. C'est dimanche prochain, 4 jours. Comment tu es? Comment est le bateau? Est-ce que tout est prêt? Ça va, ouais, tout est prêt. J'ai la chance d'avoir une équipe géniale. Et du coup, moi, il me décharge de plein de choses. Et voilà, donc j'appréhende évidemment un peu parce que moi, c'est mes premières fois en solitaire. J'ai juste fait une course avant. Et voilà, donc je découvre un peu tout, mais c'est incroyable hein, de me retrouver là, c'est un délire. Donc c'est assez lunaire, mais c'est incroyable. Et alors justement, pour vivre cette expérience lunaire, ce fameux Jean Le Cam dont on parle, quel conseil il a pu te donner et qu'il te donne encore? Écoute, il en distille plein. Moi j'aime bien dire qu'il me ramène un espèce de bon sens paysan, tu vois. Il arrive à distiller des mots simples pour expliquer les situations. Et paradoxalement, les derniers conseils qu'il me donne, moi, je disais que parfois j'avais tendance à avoir des petits excès de confiance quand ça se passait bien. Et voilà, il m'a dit, c'est comme dans la vie, quand tu fais le kéké, tu te prends des claques. et avec ces mots, et voilà, et donc en fait, il m'amène de la sérénité aussi. Et en fait, toute la bienveillance qu'il y a derrière lui et derrière l'équipe, moi, ça me décharge. Et voilà, donc ce qu'il me conseille surtout, c'est de rester moi-même. Et voilà, donc c'est bien. Alors on a avancé un petit peu parce que donc Benjamin, tu fais partie des Benjamins à 32 ans. Et finalement, à côté de toi, il y a un voisin qui fait partie des doyens, la Belgique. Vous avez vu sur les pontons, c'est l'avantage, on passe de la France à la Belgique en un pas. Alors comment il est le voisin un peu ancien? Ouais, on rigole bien, je disais que l'autre jour je l'ai vu torse nu, j'ai remarqué qu'il avait un corps de rêve. Un body summer. Et du coup, non, c'est une super ambiance, c'est assez marrant, moi je viens du Mini. Et avec mon collègue belge, on retrouve un peu l'esprit Mini sur les pontons, donc c'est chouette. Eh bien merci Benjamin. Ouais, merci on va rester évidemment avec Denis. Bonjour Denis, skipper des laboratoires Biarritz. On va monter à bord? Permission de monter à bord. On a la permission. Allez, on y va, on monte. Oh, j'avais le droit à la main. Oui. Oh là 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 là, mais quelle classe, quel accueil. Allez, on va s'installer. Denis, on va forcément un peu parler de ton parcours finalement. On s'installe où? On se met là? Où tu veux. Allez. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tu es un Belge heureux, toi qui as tant rêvé de faire le Vendée Globe, ça fait plus de 20 ans que tu en rêves? Alors je connais pas de Belge qui n'est pas heureux, hein, déjà. Donc on dira que je suis doublement heureux effectivement, parce que c'est vrai qu'on est là sur les départs de course, c'est vrai que le projet vit, c'est vrai que en 2020, on avait dû renoncer faute de budget, donc voilà, donc c'était compliqué à gérer. C'est vrai que
Ça a été des périodes voilà, émotionnellement plutôt chargées. Mais voilà, maintenant on est là, donc c'est aussi la récompense. C'est la récompense aussi pour mon équipe, puisque nous on sait qu'on a une équipe particulière, puisque c'est tous des bénévoles qui sont basés au Sable d'Olonne, qui se donnent corps et âme pour le projet. Donc c'est des belles récompenses à chaque fois qu'on est à un départ de course, et surtout à chaque fois qu'on arrive surtout. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on est vraiment heureux et content d'être là. Ouais. On le disait tout à l'heure dans le sujet, derrière un skipper, il y a une grande équipe. Alors bien sûr, c'est la première fois que tu vas, on l'espère bien sûr, être sur la ligne du Vendée Globe, mais tu n'es pas à ton premier coup d'essai. Tu as fait notamment Transat Jacques Vabre, la route du Rhum, tu fais partie d'une famille de marins. Et pourquoi finalement tu as choisi ce bateau qui a déjà fait des Vendée Globe? Et ben justement, comme on dit chez nous, le bateau il connaît la route. Donc c'est important. Moi, voilà, c'est mon premier Vendée Globe, c'est mes premières expériences en IMOCA, donc c'était important d'avoir un bateau qui avait un background et un knowledge et des compétences, on va dire, techniques et de résistance qui me plaisent. Et ça met en confiance. Et puis c'est vrai que j'ai eu des transitions, des passations avec Nandorfa qu'on ne présente plus. Il a fait 3 Vendée Globe, il en a terminé 2, il a construit ses bateaux lui-même. Et donc voilà, c'est intéressant parce que chaque fois il apporte sa petite touche d'expérience. Il dit écoute, regarde ça. Donc voilà, c'était vraiment, pour moi c'était important. Je ne me voyais pas partir sur un bateau neuf, de toute façon je n'avais pas le budget déjà. Et puis voilà, c'est un bateau qui me correspond bien. En vélo, on a les VTT, on a les vélos de route. Moi j'ai un gravel, celui qui va au milieu de tout, donc c'est très bien pour moi. Alors tout à l'heure, tu disais qu'un Belge est toujours heureux. Est-ce qu'un Belge est frileux quand on va partir dans le Nord? Est-ce qu'il va falloir penser au polaire comme Manu Cousin? Ah oui, ça on ne change pas. C'est pas parce qu'on vient du Nord qu'on a moins froid. Donc effectivement, on a pris ce qu'il fallait. J'ai même pris un vieux pantalon de ski au cas où. donc voilà, on verra bien. Bon alors maintenant, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Grand Nord, mais les températures ont l'air quand même... ça va pas geler, ça va pas faire -10, mais donc voilà. Mais il fera quand même froid sur l'eau. Ouais. Alors, on va le rappeler aussi, il y a 2 ans, vous n'étiez pas sur le Vendée Globe. En revanche, finalement, vous étiez presque à ma place, puisque tu interviewais les skippers. Incroyable d'être à leur place maintenant. Ben ouais, donc voilà, c'était les 2 facettes de ce genre de projet. Donc c'est vrai que pendant tout le Vendée Globe, j'ai eu la chance de présenter une émission pendant 15-20 minutes sur une chaîne d'infos en Belgique. Et donc le dimanche après-midi, on appelait les skippers, on appelait les directeurs de course, on appelait tous les intervenants qui interviennent sur la course au large. Donc on a fait 2-3 séquence pédagogique. On a aussi montré un radeau de survie parce qu'il y avait eu l'épisode de Kevin. Donc voilà, ça a permis de faire pas mal de pédagogie en Belgique. Donc voilà, donc j'étais de l'autre côté du micro et puis maintenant je suis de l'autre côté de la caméra et puis c'est moi qui pars. Donc c'est pas mal aussi. C'est pas mal comme place. Allez, juste finalement, avant de prendre définitivement la barre, si tu veux bien, tu vas finir finalement l'émission. Tu vas la clore, tu vas dire à demain, rendez-vous à 19h. Je te laisse finir l'émission. Mais à demain, rendez-vous à 19h, je ne sais pas qui vient, mais il y aura certainement plein d'autres skippers avec plein de compétences et des gars super sympas, donc ne ratez pas ça et soyez présents au poste. À demain avec Maxime Cogny.